Bonjour et bienvenue dans ce quatrième webinaire Open Badge. Open Badge donc post-confinement et crise, enfin dans un contexte de crise. Donc du coup, ce webinaire est organisé par le pôle compétences et numérique de hashtag le plus important en partenariat avec l'association Reconnaître Open Recognition. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, on va se pencher sur comment les open badges peuvent répondre aux besoins accrus donc de transition professionnelle dans un contexte post-confinement et dans un contexte de crise. Ce webinaire va durer 1 heure, donc on démarre, désolé pour le retard, donc 11h30, 12h30. Donc en fait, il va être centré sur l'intervention de nos experts, qu'on va bien évidemment vous présenter et qu'on a la chance d'avoir ce matin. Donc l'intervention des experts. Puis après, vous aurez, ou même en cours, vous aurez donc la possibilité de poser des questions en utilisant donc l'espace chat conversé dans Zoom. Nous, on la regardera et après, nous poserons vos questions à nos intervenants, à nos invités. Merci Paquita. Donc, avant de vous présenter les 4 intervenants d'aujourd'hui, on voulait aussi vous présenter les 2 organisations qui sont porteuses de cette réflexion. Tout d'abord, hashtag le plus important, qui est d'une part un think tank, mais aussi d'autre part un action lab, innovant et totalement indépendant. On veut ainsi redonner du pouvoir d'agir à chacun et promouvoir une société plus inclusive. Nous travaillons depuis plus de 2 ans sur le numérique et les compétences. Nous pensons que le numérique et notamment les open badges peuvent offrir à nos concitoyens, en particulier aux travailleurs peu qualifiés, des opportunités de reconnaissance de leurs compétences et de valorisation de leur parcours professionnel. Nous avons donc établi une analyse et des propositions à destination des autorités publiques que vous pouvez retrouver sur notre site leplusimportant.org. Ensuite, nous avons reconnaître. Et je laisse la parole à Paquita. Ok, donc reconnaître, on en a parlé tout à l'heure. Donc en fait, reconnaître est la branche francophone d'une organisation internationale qui s'appelle l'Alliance, l'Open Recognition Alliance. En fait, reconnaître regroupe des acteurs qui sont des acteurs engagés dans le développement des pratiques liées aux open badges et qui ont été imaginés au départ pour rendre visibles les apprentissages informels. Ce que je vous propose maintenant, avant de vous présenter nos invités, c'est du coup de regarder une petite vidéo très courte qui présente ce que sont les open badges sur un temps très court. Quand on va faire le bilan de ses acquis et de ses compétences, on a le son. Les diplômes nous viennent à l'esprit. Il y a aussi les récompenses, les attestations de stage, les prix que l'on a remportés et les formations auxquelles on a participé. Mais on peut aussi avoir des compétences annexes, acquises tout au long de notre vie et de notre parcours. Ce sont des compétences souvent informelles, acquises hors des cursus officiels. C'est très dur de les nommer et même de les prouver. Et ça pouvait représenter autrement. Il existe aujourd'hui des technologies simples et efficaces pour rendre ce service. On appelle ça les open badges. Véritables objets sociaux, ces badges sont associés à notre identité. Ils sont gratuits et reposent sur un standard ouvert. Mais comment ça marche? Les utilisateurs peuvent lire des badges émis par différentes entreprises, institutions, puis les stocker et les afficher par exemple sur leur CV, leur blog ou leur réseau social. Chaque badge est sécurisé et il contient toutes sortes d'informations vérifiables, à qui il appartient, qui l'a émis ou qui reconnaît sa valeur, ce qu'a fait son propriétaire pour l'obtenir. Et comme dans un réseau social, ces badges nous relient par thème et par lieu. Mais attention, car les badges, c'est encore plus que ça.
Bien, donc là, on a vu la petite vidéo donc, qui présente les Open Badges. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, on va se présenter, nous, les animateurs, et puis bien évidemment, présenter nos invités. Donc, bah, écoutez, moi, je vais peut-être commencer. Du coup, donc moi, je m'appelle Paquita Frances. Je suis consultante learning. Et en parallèle de mes activités, je suis donc jurée VAE au CNAM. Et puis, donc, j'interviens donc, vous pouvez le constater, donc, pour le think tank, pardon, hashtag le plus important, mais aussi sur l'autre partie qui est la partie Action Lab. Et je suis Christopher Sullivan et je travaille avec le plus important, dans le plus important, maintenant depuis un peu plus d'un an, où j'accompagne effectivement le think tank. Et je vous propose tout de suite aussi de découvrir donc nos invités. Je vais commencer évidemment par la dame, Laurence. Bonjour Laurence Martin. Vous êtes directrice de la PAP ou la PAPP, comme on dit parfois, l'Association pour la promotion du label des APP, donc des ateliers pédagogiques ou de pédagogie personnalisée plutôt, je devrais dire. Vous avez exercé des responsabilités dans le domaine de l'emploi et de la formation, et ce dans différentes organisations. Et les APP ont développé une méthodologie spécifique utilisant les Open Badges. Vous pourrez nous en parler dans un instant. Bonjour Laurence. Bonjour à toutes et à tous, et puis merci de nous accueillir. Donc voilà, on sera amené à échanger tout à l'heure avec plaisir. Merci beaucoup. Tout à fait. Bonjour. David Rivoire. Donc bonjour David Rivoire. Bonjour. Vous avez créé la société. Alors je vais essayer de pas me tromper dans vos présentations. Vous pourrez me reprendre après si moi je me suis vraiment beaucoup trompé. Mais vous avez créé la société VAE Les Deux Rives en 2002. Puis vous êtes devenu finalement Monsieur VAE en France, ou si je peux me permettre en tout cas l'expression, mais en tout cas, vous êtes l'expert, un des grands experts de la VAE, et vous avez donc soumis un grand nombre de recommandations sur l'évolution de la VAE, et donc vous avez été mis en charge de la mission VAE auprès du ministère du Travail, et donc vous allez nous présenter un petit peu tout ça aujourd'hui. Bonjour David. Bonjour. Oui, je ne sais pas si je suis Monsieur VAE, mais j'essaie. En tout cas, ça fait effectivement 18 ans que je fais que ça et que ça me passionne. Et effectivement, depuis décembre, on est sur une mission. Alors, je ne suis pas seul, on est 3 commissionnés avec Claire Kécha et Yannick Soubien. Voilà, mais on en parlera. Bon, super, merci. Olivier Gérard, bonjour. Vous avez travaillé est-ce qu'on peut le dire depuis combien de temps vous avez travaillé chez AGFOS PME avant de… Oui, on peut le dire. On peut le dire? Oui, 30 ans. Plus de 30 ans? Plus de 30 ans, ouais, c'est ça. Hein. Donc, vous avez travaillé plus de 30 ans chez AGFOS PME, AGFOS PME qui est devenu depuis OPCO EP suite à la restructuration des OPCA, devenu les OPCO. Vous avez été appelé désormais à prendre la direction de la start-up d'État REVA. Vous nous en direz plus après. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Et puis enfin, Philippe Gerbelot. Bonjour Philippe, vous avez 20 ans d'expérience de vente dans le social networking, dans l'informatique et dans l'industrie de logiciels. Vous êtes aujourd'hui à la tête de LinkedIn Learning. Vous avez rejoint LinkedIn en tant que directeur commercial de LinkedIn Learning France. LinkedIn Learning est une solution de formation en ligne qui est proposée par LinkedIn. Vous nous présenterez tout ça très, très rapidement puisque vous allez être le premier sur ma liste à qui je vais poser la première question. Bonjour Philippe. Bonjour Christopher et merci de nous accueillir. Merci à vous et donc je me permets de rebondir tout de suite sur cette première question que je vous adresse Philippe. LinkedIn, tout le monde connaît, premier réseau social professionnel en France et dans le monde. Vous avez donc beaucoup d'informations que vous obtenez au travers de ce réseau social. D'après vous, quelles ont été les évolutions que vous auriez pu constater depuis le confinement et surtout depuis cette crise que nous avons traversée en 2020 ? Notamment en termes de formation suivie, la sélection des formations sélectionnées donc, par les utilisateurs et puis donc par les salariés, et en termes de changement de secteur d'activité des salariés, est-ce qu'il y a des réorientations qui ont été constatées de votre côté? Alors, depuis le début de la crise du Covid, nous avons constaté que le développement des compétences était au centre des préoccupations des professionnels et des entreprises. Les employés des secteurs impactés par la crise ont plus candidaté.
Par exemple, les membres du secteur du tourisme, des loisirs, du voyage en France étaient 1,9 fois, quasiment 2 fois plus susceptibles de postuler pour un emploi en dehors de leur secteur d'activité, tandis que les membres du secteur de la santé ont autant postulé pour un emploi dans leur secteur qu'à l'extérieur de celui-ci. En termes de formation, les Français ont consacré plus de 500 000 heures à l'apprentissage de nouvelles compétences sur LinkedIn Learning en un an. Selon nos données, ce chiffre représente une augmentation de 141% entre juillet 2019 et juin 2020. Durant la pandémie, le télétravail s'est généralisé et de nombreux professionnels ont profité de la période de confinement pour se consacrer à l'apprentissage de nouvelles compétences et au développement de leurs connaissances. Les cours sur le télétravail, forcément, sur l'organisation du travail ou la gestion du changement ont connu un boom, mais on a aussi constaté une montée en flèche de l'intérêt suscité par les soft skills, c'est-à-dire des compétences telles que le langage corporel, l'intelligence émotionnelle ou encore la bienveillance. Enfin, suite aux événements qui ont eu lieu aux USA, on a vu aussi une accélération dans le questionnement des managers sur leur rôle et une augmentation des cours sur comment être un leader dans l'air du temps, et puis surtout tout ce qui concerne les sujets d'inclusion et de diversité. Alors, concernant les besoins en transition professionnelle, il y a 149 millions d'emplois qui vont être créés dans le numérique sur les 5 prochaines années, dans le secteur de la cybersécurité, du software développement, de l'analyse de données, du cloud, de l'intelligence artificielle. Ce sont des opportunités énormes pour l'ensemble des professionnels et les compétences requises pour postuler sur certains de ces postes peuvent être acquises rapidement. Sur cette partie de transition, par exemple dans le secteur des ESN, beaucoup d'entreprises sont face à une pénurie de candidats, entre autres pour des postes basiques de software développeur ou de support informatique. Du coup, ces sociétés vont directement embaucher des gens susceptibles d'apprendre rapidement ces compétences ou qui ont déjà une partie de ces compétences pour répondre à leurs besoins. Et c'est dans ce cadre aussi que LinkedIn s'associe avec Microsoft pour s'engager à aider 25 millions de personnes à trouver un emploi suite à la crise du Covid. Comment ? En les aidant à acquérir rapidement des compétences digitales afin de trouver ces emplois. Alors, ces compétences, on leur donne directement accès via notre site. Et actuellement, c'est des compétences qui sont de plus en plus recherchées et qui seront certainement encore davantage dans le futur, leur permettant de préparer ces professionnels à accéder aux fonctions les plus prisées en France. Sur notre site, avec Microsoft, tout le monde a accès à des parcours d'apprentissage permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour postuler à des postes de support informatique, de marketing digital, de data analyst ou de support client, voire de commercial. Et avec le lien aussi vers les 25 millions d'offres d'emploi ouvertes sur LinkedIn dans le monde. Voilà en termes de transition les données qu'on a sur les cours qui sont plus suivis. Forcément, la transition digitale est très demandée et sur l'impact que cela peut avoir sur certains secteurs d'industrie. Ok, merci beaucoup. Une question maintenant pour David Rivoire. On parlait tout à l'heure de la mission VAE. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer un peu ce que c'est que cette mission VAE, qu'est-ce qui a généré sa création, vous en êtes où et quels sont vos projets? Oui, bonjour à tous. Donc la mission VAE, son début, c'est décembre 2019. Le point de départ, c'est 4 ministères. C'est pas que le ministère du Travail, c'est 4 ministères, c'est Travail, Santé, Solidarité, Éducation nationale et Enseignement supérieur, qui voit bien que la VAE crée quelque chose, présente a priori des avantages, mais qu'elle est sous-utilisée et qu'elle souffre d'une image un peu de difficultés administratives institutionnelles et qui nous interroge, Yannick, Claire et moi, sur une analyse et un plan d'action pour débloquer, libérer la VAE et essayer d'en exploiter un petit peu mieux le potentiel qu'elle représente. Avec le petit rappel qu'on peut faire que c'est quand même une exception française. Hein. On est encore le seul pays où on donne des diplômes sur la base de l'expérience, sans condition de formation, sans condition d'examen. On a vraiment joué le jeu en France d'aller au bout de ce sujet-là et avec un diplôme qui a la même valeur. C'est même plus que la même valeur, c'est le même diplôme, ce n'est pas une équivalence. Donc ça, c'est le point de départ de la mission. Notre point de départ à nous, les 3 missionnés, pour prendre cette mission, c'est
d'abord, le premier point, c'est comment on passe d'une VAE qui est un peu une VAE de sanction, c'est-à-dire qui est tout ou rien. Je réussis ou je rate, mais si je rate, je n'ai pas beaucoup d'autres solutions. On avait imaginé que le jury puisse ensuite être suivi d'une formation qui allait être un complément à une validation partielle, mais dans les faits, ça ne s'est pas vraiment fait. Donc, notre premier point de départ, c'est comment on va vers plus une VAE de parcours où on a un diagnostic, une analyse plus forte au début et une prise en charge des personnes qui permet de les conduire et de les mettre dans une dynamique de réussite et pas une dynamique de sanction un peu tout ou rien. Ça, c'est le premier point de départ. Le deuxième point de départ, c'est qu'on parle du constat après 18 ans d'existence de la VAE que certes, ça amène un diplôme et c'est très important en France de pouvoir mettre un diplôme sur son CV, mais on a créé en 2002 avec la VAE quelque chose de génial qui demande aux personnes de faire un récit expérientiel pour démontrer leurs compétences à un jury. Et ce récit demande une analyse précise qui demande de rentrer en réflexivité. Et cette analyse-là, elle a énormément de valeur. Elle redonne confiance, elle permet de conscientiser ses apprentissages, elle permet d'apprendre à en parler. Et finalement, on part du principe, nous, que le chemin a au moins autant, voire plus de valeur que l'aboutissement qu'est le diplôme, parce qu'il remet en mouvement et il permet de devenir agile et d'aller vers une capacité d'analyse qui permet d'apprendre à apprendre. Et donc, partant de là, on se dit comment on peut faire des recommandations qui partent du constat que l'AVE étant autre chose qu'un simple diplôme qu'on va scotcher sur un CV sur l'expérience, mais finalement une démarche personnelle et pédagogique qui provoque paradoxalement une montée en compétences. Paradoxalement, parce que quand on dit validation des acquis, on est en train de parler des acquis qu'on a déjà, mais en fait, paradoxalement, en analysant ces acquis, on monte en compétences. Donc, comment on peut, partant de là, faire des propositions qui remettent la VAE au cœur des sujets de formation pro, d'employabilité, voire même d'éducation, et non pas à la marge, comme ça a été un peu le cas ces 18 dernières années. Et puis enfin, comment on peut passer d'un système de validation qui est très ponctuel, une validation, on n'en fait en général qu'une fois dans une vie pour certains, à un système de reconnaissance et de réflexivité qui est plus permanent et qui est plus quotidien, puisque là, on parle tous aujourd'hui à travers les badges, à travers ces sujets d'emploi et d'employabilité, et on sait que au-delà de donner des compétences techniques immédiates pour des postes qui sont à pourvoir, ce qui est important à moyen terme, c'est d'outiller les gens en capacité d'apprendre et d'agilité pour aller de métier en métier et de continuer à progresser tout le temps, parce qu'on sait qu'on reste plus de 10-15 ans dans un poste. Et donc, c'est ce qu'on a appelé la REVA. Et je ne vais pas dire ce que c'est parce que je sais que c'est l'excellent Olivier Gérard qui va en parler. Mais je crois que je reprends la parole tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est le sens qu'on a donné à cette mission. Et pour finir de répondre, on devait remettre notre rapport en juillet. Et évidemment, le remaniement, ça fait perdre à tous un petit peu de temps. Puis ensuite, il y a eu les congés. Et donc, ça devrait… on revoit le nouveau cabinet ce mois de septembre. Et on pense et on espère pouvoir remettre notre rapport officiellement maintenant très bientôt. Très bien. Merci. En tout cas, on a hâte d'avoir des informations voilà, sur cette mission. Ouais. Merci beaucoup David. Et puis d'ailleurs, vous avez commencé à parler un petit peu d'analyse réflexive. Je pense qu'on va y revenir sur le deuxième tour de table parce qu'on aura l'expérience de Laurence Martin dans le réseau des APP et puis ça sera l'occasion de rebondir là-dessus sur notre prochain tour de table. En attendant, je vais vous demander de patienter encore un petit peu, Laurence. On va effectivement aller vers Olivier Gérard qui va nous parler de REVA. Alors, on va le prononcer correctement maintenant, c'est REVA, mais que signifie REVA? Comment voyez-vous, Olivier, donc la mise en application de ce projet, puisque c'est vous qui en prenez la tête, un projet qui effectivement a pris un petit peu de retard, mais on le sait à cause du changement de gouvernement. Mais quelles sont vos premières pistes de réflexion aujourd'hui avec REVA? Ok, bonjour à tous. Alors effectivement, REVA a pour objectif essentiel de développer un service numérique intercertificateur afin de simplifier l'accès à la VAE et de la reconnaissance des compétences tout au long de la vie. Donc REVA, c'est pour reconnaître, VA pour valider. Donc la mission qu'a notamment conduit VAE, qu'a notamment conduit David, a mis en exergue un certain nombre de points de blocage pour le développement de la VAE en France. Et donc ce projet de start-up d'État qui va être porté par Betagouv va se concentrer sur deux finalités principales. La première va être de rendre visibles et actionnables des écosystèmes de reconnaissance informelle, ce qu'on vous a présenté un petit peu tout à l'heure dans le film. C'est-à-dire que REVA a pour ambition d'être, pour tout individu qui souhaite faire reconnaître ses acquis de l'expérience et les faire valider, un point d'entrée d'un nouveau service public numérique de la reconnaissance.
Il s'agira avant tout de permettre à chaque individu d'être un acteur de sa reconnaissance et de son système de reconnaissance. Il pourra ainsi banaliser, rendre visible un parcours de reconnaissance sans attendre la sanction, mais également mobiliser des pairs par branche professionnelle pour obtenir des endossements et divinalités de REVA. C'est d'ouvrir et de sécuriser l'accès à la validation des acquis de l'expérience, cette fois-ci sur une reconnaissance plus formelle. En effet, l'enjeu est d'accélérer la simplification de la VAE, David l'a un peu évoqué tout à l'heure, avec l'ensemble des acteurs de la validation, au-delà même des certificateurs, et de tester les parcours les plus efficaces pour les bénéficiaires ultimes. Bien évidemment, c'est un point de blocage, et c'est un point aussi sur lequel le rapport de la mission va mettre en exergue le rapport de la mission. Cette ambition est rendue possible que par des évolutions réglementaires et législatives qui sont donc dans ce rapport. Les irritants ou les causes d'échec à la VAE ou d'abandon sont connus, identifiés par tous et ce depuis longtemps. Donc l'objectif de cette start-up de REVA va donc également permettre aux candidats accompagnateurs, certificateurs, acteurs du CEP de connaître l'avancement du projet VAE en temps réel grâce à des échanges de données par des systèmes d'information existants et qui se parleront. Permettre aux candidats ou guider les candidats à chaque étape de leur parcours cible. Centraliser les données et mettre à disposition à l'ensemble des acteurs des outils collaboratifs afin de faciliter l'organisation des jurys, puisqu'effectivement, ces outils aujourd'hui ne sont pas partagés. Et enfin, construire un vrai pilotage de la politique de validation des acquis avec quelques indicateurs, par exemple le nombre de VAE, des taux de succès, les durées moyennes, l'exploitation des parcours post-VAE, indicateurs qui n'existent pas aujourd'hui, en tout cas qui ne sont pas consolidés. On n'a pas beaucoup de données qualitatives chiffrées sur les parcours, les abandons de parcours. On mesure un peu des choses, mais pas de manière un peu précise. Ce qui est un point important, c'est aussi ce que REVA n'a pas pour objectif de s'affranchir de l'accompagnement nécessaire de l'individu. L'accompagnement est au cœur du dispositif et du processus de validation. L'outil ne va pas remplacer l'accompagnement. Au contraire, les conseillers en évolution professionnelle, comme ceux de Pôle emploi, doivent être au cœur du système. Il conviendra peut-être de renforcer, de mieux outiller, de mieux former la connaissance des filières et des métiers qui évoluent si vite et surtout des passerelles possibles entre les filières et les métiers. Donc pour moi et pour nous, la qualité de l'accompagnement est essentielle pour réussir cette ambition de la reconnaissance et de la validation, faute de quoi nous n'y arriverons pas. Donc vraiment un accompagnement au cœur du système. Merci Christopher. Donc du coup, oui, maintenant je vais donner la parole donc à Laurence. Laurence, donc on a parlé tout à l'heure des APP, les APP qui existent depuis plus de 40 ans. Il y a eu au sein des APP énormément d'innovation, de choses, d'expérimentation. Depuis 2015, vous êtes dans la réflexion et l'action. Elle s'est portée, donc cette réflexion et cette action s'est portée sur les open badges. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé au sein des APP? Et puis surtout, vous nous en avez un peu parlé quand on a préparé. Moi, j'ai très envie que vous nous fassiez découvrir cette méthodologie en fait, que vous avez mis en place dans les APP sur les open badges. Merci beaucoup, Paquita. En fait, effectivement, on est face à un historique pédagogique qui se prêtait beaucoup à cette nouvelle modalité d'évaluation et d'identification des acquis d'apprentissage, tout simplement parce que intrinsèquement dans la démarche APP, il s'agit bien, lors d'une action de formation classique, d'en profiter pour valoriser et développer les compétences transversales des personnes, pour leur donner de l'autonomie dans leurs apprentissages et leur donner la main sur leur parcours. Du coup, face à cette histoire pédagogique, eh bien, en 2015, on s'est rendu compte que finalement, toute cette partie-là et toute cette expertise, non seulement que les formateurs avaient, mais surtout que les apprenants acquéraient lors d'un parcours en APP, restait invisible au-delà du parcours qui se passait au sein des APP. Et en 2015, une recherche-action a été menée en allant observer ce qui se passait dans les APP. Et suite à ce premier exercice d'observation active et d'analyse, eh bien, on a recherché quel serait l'outil qui resterait dans l'esprit APP pour valoriser ces acquis de l'expérience, puis les amener à terme à une éventuelle validation.
Sachant que nos attendus étaient très importants, c'est-à-dire que l'objectif dans un APP, c'est que l'apprenant soit au cœur de son parcours et soit acteur, donc il ait la main également sur cette étape, de développer à cette occasion son autonomie, que cette nouvelle modalité d'apprentissage nourrisse cette autonomie et que ça puisse aussi rythmer ce qui peut se passer lors d'un parcours de formation. Parce que face à des publics en manque de confiance, il est important aussi de nourrir, d'entretenir, de développer cette confiance en soi et donc cette capacité à identifier dans toutes mes mises en situation, non seulement les capacités que je mobilise, mais voir comment les développer. Et c'est vrai qu'en regardant un petit peu ce qui se faisait à l'époque, les badges numériques répondaient à l'ensemble de ces attendus. Et la pratique des badges numériques au sein du réseau des APP n'est absolument pas une pratique descendante, mais c'est bien l'apprenant lui-même qui va apprendre à identifier ses acquis d'expérience, à les traduire en compétences et à les nourrir de preuves concrètes au sein de ces badges. Donc pour nous, c'est vrai que c'était un outil qui spontanément a totalement trouvé sa place dans cette mise en visibilité des compétences acquises lors d'un parcours en APP, mais aussi dans toute mise en situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et là, vous me voyez voir, voilà. On va peut-être les voir, Laurence, les Oui, badges oui. que vous avez mis, que vous avez pu mettre en place. Je vais les afficher rapidement pour qu'on puisse les voir normalement. Voilà. Voilà. Là, il y a toute la famille. Il y a toute la grande famille. Donc, comme vous le voyez, ce sont des badges qui vont rythmer les apprentissages pour aller très, très vite, parce que voilà, en 4 minutes, ça va être compliqué de tout développer. Vous avez les badges plus méthodologiques en violet qui sont sur votre droite. Et les badges en bleu, de plus en plus foncés, vont rythmer l'appropriation des apprenants de leur parcours en tant qu'acquis d'apprentissage, certes, mais compétences. Le premier badge, juste pour que les personnes rentrent dans le processus, acceptent de se prêter à cette nouvelle modalité d'identification de leurs acquis d'expérience. Le second badge, ça va valider le moment où la personne a développé la méthodologie pour identifier dans ses mises en situation et dans ses acquis d'apprentissage les différentes compétences qu'il mobilise. Et suite à cela, une fois qu'il a appris à identifier et à traduire ses acquis d'apprentissage ainsi, eh bien, le badge architecte, lui, viendra valider la capacité de la personne à construire et à élaborer un projet qui va solliciter l'ensemble de ses compétences de manière de façon transversale et voilà, de façon autonome. Donc, c'est un élément, en fait, on est face sur les compétences transversales à des compétences qui se prêtent tout particulièrement à des modalités proches des badges, tout simplement parce qu'on n'est pas face à des compétences binaires. Personne n'est incompétent sur les compétences transversales, mais il les développe. Par contre, ce qui s'apprend, ce qui nécessite de l'expertise, c'est bien la méthodologie associée. Et c'est là que Christopher nous faisait du teasing. Il s'agit bien de rythmer le parcours des personnes en APP, mais aussi dans leur parcours extra-APP, de moments de réflexivité, c'est-à-dire je me pose, je prends du recul par rapport à ce que j'ai vécu et j'identifie ce qui m'est arrivé, ce que j'ai bien vécu, moins bien vécu, les compétences dans lesquelles je me suis sentie à l'aise, moins à l'aise, et j'apprends à lire autrement ce que je vis, mais du coup j'apprends à verbaliser ce que je sais faire vis-à-vis de mes différents interlocuteurs. Donc les badges sont vraiment très très intéressants parce qu'ils rythment les apprentissages, se nourrissent de l'ensemble du vécu et banalisent aussi très pragmatiquement l'usage du numérique. Donc on est vraiment sur un outil qui correspond tout particulièrement aux attendus, mais pas seulement des publics des uns ou des autres, mais sur l'intégralité d'un parcours, sur l'intégralité des publics, on peut retrouver cette possibilité d'intégrer des badges, et notamment dans les transitions professionnelles, puisqu'ils valident et puisqu'ils rendent visible justement cette capacité à s'adapter et toutes ces compétences transversales qui sont finalement les plus attendues, comme le disait très bien Philippe, du champ professionnel. On est face à des compétences professionnelles qui sont de plus en plus versatiles, et c'est vrai que là-dessus, on est face à un outil particulièrement adapté pour dynamiser les parcours. Ok. Merci Laurent. Effectivement, une méthode pas très traditionnelle finalement de cette réflexion, ce travail de l'individu, de faire son parcours. Je vais revenir vers Philippe donc pour LinkedIn Learning qui propose. Alors maintenant on commence à prendre un petit peu l'habitude de l'e-learning, mais il y a encore quelques années c'était nouveau. La particularité de cette solution chez LinkedIn Learning que moi j'ai trouvé très intéressante, et vous avez commencé à en parler un petit peu tout à l'heure lorsque vous avez répondu à ma première question, c'est qu'en fait vous avez essayé, il me semble,
proposer des formations qui répondent à une vraie problématique de compétences. Vous êtes allé voir dans les entreprises quelles compétences est-ce qu'elles recherchent et comment est-ce qu'on va pouvoir, sous forme de petites capsules vidéo ou capsules formation, pardon, comment on va pouvoir justement faire en sorte que les personnes, les chercheurs d'emploi puissent trouver les compétences dont ces entreprises-là ont besoin et essayer d'aligner finalement le besoin de compétences avec les compétences du marché. Est-ce que c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé chez LinkedIn Learning? Oui, alors exactement. Pour bien comprendre comment on choisit ses compétences ou comment on met en avant ses compétences, il est important de revenir sur LinkedIn, notre mission et ce qu'on appelle l'économie graph. Donc, la mission de LinkedIn, c'est de créer des opportunités économiques pour l'ensemble des professionnels. C'est-à-dire aider une personne à la recherche d'emploi ou un étudiant à trouver un premier travail, aider une personne déjà en poste à évoluer vers le poste de son rêve, et pour les personnes qui ont déjà le poste de leur rêve, à partager leurs informations sur le réseau. Donc, c'est vraiment mettre en adéquation les recherches d'emploi, les offres et les compétences des personnes pour qu'elles puissent trouver ce travail. Et avec ça, on a ce qu'on appelle l'économie graph. C'est-à-dire que on a aujourd'hui, on veut avoir l'ensemble des professionnels. On a 706 millions de professionnels dans le monde, 20 millions en France qui sont sur LinkedIn. Pour ces professionnels, on veut avoir l'ensemble des sociétés pour lesquelles ils peuvent travailler. On en a aujourd'hui 36 millions, dont un peu plus de 850 000 en France. On veut avoir l'ensemble des offres offertes par ces sociétés pour lesquelles ils peuvent travailler. Donc aujourd'hui, on a 30 millions de dans le monde et on en avait avant la crise 1,2 million, dans les chiffres actuels en France. Et ensuite, par rapport à ces offres d'emploi, savoir aujourd'hui, si je veux postuler, de quelles compétences j'ai besoin pour pouvoir répondre à ces offres d'emploi. Donc, on a 36 000 compétences différentes sur le site et on met en relation, on a 90 000 écoles qui sont présentes et qui peuvent permettre d'apprendre ces compétences. Ces personnes n'ont pas. C'est aussi dans ce cadre qu'on a investi sur Lynda il y a 5 ans, donc une des sociétés leaders sur la formation en ligne, pour permettre aussi à nos membres de pouvoir acquérir ces compétences directement en ligne afin de postuler sur ces offres. Et aujourd'hui, LinkedIn, c'est le premier éditeur économique mondial. Vous n'aurez pas un endroit où vous aurez autant d'informations sur votre métier, votre profession, votre secteur d'activité. Donc, avec l'ensemble de ces informations, on a cette représentation économique et on va aider, alors ça peut être des villes comme Londres, New York ou Amsterdam, mais on a aussi aidé des régions en France, comme la région Hauts-de-France ou la région Rhône-Alpes-Auvergne, à comprendre leur économique graph locale, quels étaient les postes présents, quelles étaient les compétences qui étaient demandées. Donc, par exemple, pour Rhône-Alpes-Auvergne, c'était très sur la partie industrielle, avec la concurrence de la Suisse qui payait plus cher. Donc, comment faire en sorte, avec leur bassin de compétences, de développer certaines écoles ou pour les industries, de faire monter en compétences leurs employés pour répondre à ces besoins et rester compétitifs. Et ces données, ou ce qu'on est capable de faire au niveau d'une région ou d'un État, on est capable de le faire aussi pour les entreprises. On est capable d'identifier aujourd'hui pour chaque entreprise quelles sont les compétences présentes dans chacune de leur secteur, quelles sont les compétences de leurs concurrents, de leur secteur d'activité, sur quelles compétences ils doivent investir, quelles sont les compétences qui sont en train d'être développées dans ce secteur d'activité et sur quelles compétences donc investir pour rester compétitif dans les années qui viennent. Et aujourd'hui, on utilise de la même façon ces données pour LinkedIn Learning, et pour identifier aujourd'hui quelles sont les compétences les plus demandées dans chacun des pays, en France, à travers le monde, et pour ainsi créer ces formations qui vont correspondre aux besoins à la fois de nos membres, mais aussi des sociétés clientes de LinkedIn. Aujourd'hui, on a plus de 16 000 formations en ligne, dont plus de 2 000 en français, et on fait évoluer notre bibliothèque en fonction de ces besoins et de ces données. Donc, on est capable de voir ces compétences. Donc, si on parle des compétences, elles sont forcément liées à ce dont on a parlé tout à l'heure, donc tout ce qui est transition, évolution digitale, les compétences du numérique qui sont très demandées actuellement, et puis tout ce qui est télétravail, gestion de la crise. Donc, voilà, ce type de compétences qu'on met en avant et qu'on fait évoluer pour nos membres et pour les clients et pour les sociétés chez LinkedIn. Et vous citiez aussi d'ailleurs manager bienveillant et tout ça aujourd'hui est finalement validé par des badges. Effectivement, pour chacune, c'est ça qui est important, pour bien mettre en adéquation à la fois la compétence et les demandes des chercheurs, enfin des personnes qui vont chercher ou poster des emplois. Chaque formation va permettre d'avoir accès à un badge, une certification qu'on peut mettre en avant, et aussi va mettre en avant des compétences sur le profil que vous pourrez mettre en avant qui vont pouvoir
permettre soit de postuler à certains postes, soit surtout d'être repéré par les personnes, par les recruteurs, par rapport à ces compétences que vous pouvez mettre en avant. Donc, il y a les deux qu'on met en avant sur LinkedIn, et c'est ces données qui nous permettent d'avancer. Merci beaucoup, Philippe. Je vais donner maintenant la parole à David, David Rivoire. On vient d'écouter deux approches, voilà, deux approches de l'utilisation des badges. Est-ce que, par rapport à ce qu'on connaît, quelle est, selon vous, la valeur ajoutée de l'open badge, du badge numérique? Oui, alors effectivement, d'abord peut-être un petite continuité à ce que disait Olivier tout à l'heure. L'idée de Reva et l'idée de la startup d'État Reva, c'est aussi de préfigurer un service public de la validation qui ne soit pas lu trop par le prisme de la certification. Et je fais cette précision parce que ce que je vais vous dire sur les badges maintenant est lié aussi à ce constat-là. Nous, on a rencontré les badges pendant la mission VAE. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, ou de très loin en tout cas. On a constaté plusieurs choses. C'est que d'abord que c'était une nébuleuse. Les open badges, ce n'est rien d'autre qu'un outil numérique qui permet de mettre des métadonnées en ligne et qui est un open source. Donc, par définition, tout le monde s'en saisit aujourd'hui et ça devient, je crois qu'en 2020, il y a eu le plugin qui permet que ça devienne totalement interconnecté au niveau international. Donc, c'est une matière vivante, le badge, dont tout le monde peut se saisir, des organismes privés, des associations, des États, des individus. Donc, c'est quelque chose qui est un magma qui est encore avec beaucoup de profusion, beaucoup de brouillard et de choses comme ça. Nous, c'est le premier constat qu'on fait. Le deuxième constat, c'est qu'on se dit, si on fait, nous, le point en disant la VAE présente quand même de sacrées limites. D'abord, elle est un peu lente institutionnellement, il faut la régler. Ça, on va s'en occuper en essayant de proposer un plan d'action. Mais elle a quand même deux autres limites. C'est qu'a priori, elle s'adresse que aux peu ou pas diplômés. Et puis, c'est une démarche assez ponctuelle. Donc, comment on fait pour pallier ça? Et là, on se dit, ah tiens, les badges, c'est intéressant parce que si on ressort, si on exhume la vieille idée du portefeuille numérique de compétences, si on se dit qu'effectivement le CV tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire ce Word bien mis en page, qui n'est qu'une suite d'informations non explicitées, tend à disparaître, est-ce que le portefeuille numérique badgé ne devient pas finalement, le futur d'une manière pour une personne de se mettre en avant et de démontrer sa compétence et de la rendre visible, deux, ce qui manque à la VAE, et ce qui fait le pont entre la démarche ponctuelle d'une validation formelle et la nécessité pour un individu d'être en réflexivité permanente sur ce qui lui arrive. Et donc, nous, c'est là, on a beaucoup parlé avec l'association Reconnaître, et je fais un coucou à Serge Ravet parce que je crois qu'il est dans l'Assemblée et qu'il nous écoute. Et c'est aussi grâce à lui qu'on a pu beaucoup avancer dans nos réflexions. Et donc, nous, on dit effectivement, il faut que les badges viennent compléter la logique VAE pour que les gens se saisissent de cette problématique et de dire tout ce qui m'arrive est une situation potentielle d'apprentissage. Si je prends un temps récurrent pour l'analyser et la mettre en valeur, et ben je monte en compétence, comme je disais tout à l'heure, et en plus, je le fais savoir. Et à partir de là, je pense que, et c'est le point de départ de Reconnaître, ça pose plein de questions. Et d'ailleurs, il y a une question qui a été posée dans le chat à Laurent, c'est qui délivre le badge? Et je pense que je ne suis pas sûr que ce soit la bonne question de qui délivre le badge, parce que si on parle de délivrance, si on parle d'assessment, si on dit à la suite d'une formation, je vous donne un badge, ce badge, il dit quoi? Il dit que vous avez suivi une formation, mais est-ce qu'il dit que vous êtes capable de mettre en œuvre la compétence? Je ne sais pas. Et donc, en fait, je crois que le danger du badge, c'est de trop le lire à travers le prisme du diplôme ou de la formation pro. Or, c'est un nouveau paradigme, le badge. Et le nouveau paradigme, c'est que le badge, c'est accepter que le badge, il n'a aucune valeur intrinsèque à sa création et il n'a que la valeur que l'individu va être en mesure de lui donner à travers cette fameuse mise en mouvement qu'expliquait Laurence tout à l'heure. Et le badge présente l'immense avantage pour ça d'être une donnée vivante numérique qui peut s'alimenter quotidiennement. Et il y a au moins 3 facteurs d'objectivation d'un badge. Il y a le premier, c'est l'endossement, c'est-à-dire, je voyais tout à l'heure les badges sur ma capacité d'apprendre à apprendre. Il y a Badgeon La Normandie qui a aussi créé le badge Caméléon qui dénote une capacité à s'adapter. Quoi de mieux que les gens avec qui j'ai travaillé qui peuvent attester qu'effectivement j'ai été capable de m'adapter. Mais ce n'est pas forcément une entité, une autorité supérieure. Ça peut être ma tante, mon oncle. C'est mon réseau social qui dénote de ça. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on sorte de l'idée de cette reconnaissance systématique par une entité supérieure, qui est le diplôme en fait. Ça, c'est le premier facteur, c'est l'endossement. Le deuxième, qui est la continuité de l'endossement, c'est le récit collectif
je vais non seulement endosser, c'est-à-dire je valide cette capacité, mais en plus, je vais expliquer comment moi j'ai vécu cette situation avec la personne, voire on a co-construit des choses et en fait, ce badge, on l'a tous parce et donc on peut alimenter ce récit collectif et faire valoir. Et le dernier, et celui-là, il était un peu moins présent quand nous, on s'est intéressé au badge et on l'amène avec ce qu'on connaît de la VAE, c'est le récit individuel. Si je m'attribue un badge qui dénote de ma capacité à m'adapter, quoi de mieux que d'argumenter dessus, que d'expliquer moi-même quelles situations j'ai vécues qui m'ont amené à m'adapter et de le mettre à jour dans le temps. Et donc, si on arrive à créer cet outil-là, il faut que ce soit un outil qui soit accessible gratuitement à tous. Donc, c'est pour ça, nous, on a fait la recommandation à travers REVA que l'État se saisisse de ce sujet et mette en place une plateforme gratuite et qui rationalise le monde des badges tout en proposant une démarche. Si on arrive à intéresser les individus à ça, je pense qu'on intéressera les entreprises parce qu'effectivement, on est dans une époque où ce qui intéresse les entreprises, c'est la capacité de mise en mouvement, d'apprendre à apprendre et ces fameux soft skills dont tout le monde parle. Et le badge, à mon avis, peut répondre à ça. Merci David. Merci aussi d'avoir répondu à la question de notre participante Maria qu'il avait posée. Comme ça, au moins, désolé, ça c'est fait. Mais c'est très bien. Et puis d'ailleurs, bon, c'est super intéressant hein, ce que vous nous présentez là, David. Je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. On devait passer à Laurence là, mais je voudrais couper et proposer à Olivier de me donner, parce qu'on a un petit peu de temps finalement. Il n'y a pas trop de questions sur le chat. N'hésitez pas à venir poser des questions. S'il nous reste quelques minutes à la fin, on les posera. Mais je voulais revenir vers vous, Olivier, par rapport à ce que David vient de dire. Vous qui avez, on l'a rappelé tout à l'heure, 30 ans d'expérience chez AGFOS PME, mais surtout, vous êtes en contact avec des milliers d'entreprises dans toutes ces années. Vous avez été en contact avec les branches professionnelles. C'est vrai que ce que David vous expliquait, on se met bien à la place de l'individu qui fait son parcours, son cheminement, la validation de ses acquis, etc., au fur et à mesure qu'il a ses expériences et a ses expérimentations. Mais vous le percevriez comment l'accueil de ce concept-là de la part des entreprises et de la part notamment des branches professionnelles, par exemple, Olivier? Je vous prends un petit peu de cours, mais je vous pose quand même la question. Comme tout processus et comme toute logique de changement, je pense que ça va être un tout petit peu compliqué avec les certificateurs. C'est évident. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des passerelles, des champs des possibles. Mais si on pousse la logique un peu plus loin, les certificats de compétences, les titres, fonctionnent déjà par bloc de compétences. Donc, pour moi, la notion de badge et de système de reconnaissance peut tout à fait s'intégrer dans un processus de séquencement de blocs et de sous-blocs de compétences. Je pense qu'il va falloir convaincre, je pense qu'il va falloir expliquer. Je pense aussi que les entreprises ont aussi besoin de bien comprendre les parcours, les choses qui ont été acquises en dehors du CV un peu standard tel que l'évoquait David tout à l'heure. Et je trouve que le badge est un moyen aussi pour les entreprises de valoriser des expériences que l'individu n'a pas forcément l'habitude de valoriser dans le cadre de son CV. Bon, voilà, donc le sujet est vaste. Je ne sais pas comment encore très concrètement nous allons convaincre, mais nous allons nous y employer. L'idée, c'est qu'effectivement, on arrive à créer quelque chose, une synergie entre les titres, les diplômes, les certificateurs et cette notion de badge et de reconnaissance. Je pense qu'on va y arriver parce que je pense très sincèrement que tout le monde a envie que les choses évoluent parce que la logique de titre et de diplôme, c'est quand même assez… c'est pas très dynamique. On a un titre, on a un diplôme ou un CQP et il évolue à somme toute assez peu alors que les compétences nécessaires et les expériences nécessaires dans les entreprises doivent aussi évoluer très très vite. Donc pour moi, on a une fenêtre de tir quelque part dans ce sujet. Il y a peut-être une piste aussi avec les entretiens annuels et les entretiens projectifs qui sont instaurés maintenant dans les entreprises. Oui, c'est finalement ce genre de même type de parcours. On a des tonnes d'outils pour accompagner les salariés et les entreprises. Je pense au bilan de compétences, je pense au CEP, je pense aux entretiens annuels. Les partenaires sociaux ont créé des dispositifs. Il faut juste que les uns les autres se les approprient. Se les approprient dans le sens dans lequel ils ont été conçus, pas de manière dont des fois on les utilise. Et c'est important que, par exemple, le compte CPF formation ne soit pas un outil de l'achat de formation impulsif, mais qui s'inscrit dans une logique, dans un parcours, et pas de dire, bah, tiens, j'ai tant d'heures sur mon compte personnel de formation,
je me lance dans une logique de formation d'anglais. Je pense que la France doit être complètement bilingue avec le nombre de CPF qu'on finance. Donc pour moi, les outils existent, les démarches existent, les processus existent. Il faut juste qu'on les utilise correctement et qu'on les accompagne. Je reviens à cette logique d'accompagnement. C'est pour moi important. Ok, merci Olivier. Donc, je me tourne vers vous, Laurence, pour poser cette dernière question du tour de table, mais vous pourrez aussi peut-être répondre à la question de Maria qui vous demandait qui délivre les badges. Pour terminer, je voudrais clore ce tour de table en revenant sur ce que disait LinkedIn au tout départ. C'est d'avoir constaté justement des changements suite à la crise, notamment en termes de formation demandée, mais aussi en termes de réorientation professionnelle. On l'a vu du secteur de la santé ou du secteur des loisirs. Vous, depuis le terrain, est-ce que vous constatez d'autres changements? Est-ce que vous avez, par exemple, constaté une prise de conscience de la part des individus sur leur capacité, sur leurs compétences face à la situation de confinement que ces personnes ont vécu? Comment vous le ressentez? Dans un premier temps, je vais isoler la réponse à la question avant de répondre à la seconde. Par rapport au fait que les badges, effectivement, ne sont pas validés de manière descendante, et là, c'est un élément extrêmement important. Dans la démarche qui est la nôtre, on a une méthodologie très rigoureuse qui est derrière les badges, mais pour autant, c'est bien l'apprenant qui lui-même, à un moment donné de son parcours, considère qu'il a cumulé suffisamment de preuves au sein de cette cellule active qui est le badge pour aller voir son référent en lui disant écoute, par rapport à tout ce qui est attendu pour prouver que j'ai cette compétence, je pense que j'ai amené les preuves suffisantes. Donc, c'est aussi un outil de dialogue qu'on peut retrouver, qu'on peut transposer dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que là, au-delà de faire du déclaratif, je sais travailler en équipe, je sais communiquer, j'ai des éléments objectivables qui peuvent outiller l'échange aussi, que ce soit avec Pôle emploi, que ce soit avec mon employeur, que ce soit avec mon DRH. Et là aussi, dans l'entreprise, en termes de transition professionnelle, ça rééquilibre aussi la mobilité qui peut être attendue de l'un ou de l'autre, d'ailleurs, des acteurs dans le champ de l'entreprise. Et donc, c'est aussi une opportunité pour nourrir l'entretien professionnel, notamment, qu'évoquait Olivier. Donc ça, c'est un point important. Je souhaitais également rebondir sur le fait de bouger la certification. J'aime beaucoup, c'est vrai que c'est cette façon de voir les choses, parce que nous, on associe toute cette démarche à la possibilité, c'est un peu la cerise sur le gâteau, et le fait de rendre visible dans le monde actuel ce qui est acquis par les personnes qui suivent le parcours. On a associé cette démarche à une certification apprenant agile qui valide plus officiellement la capacité des personnes à s'adapter. Et pour revenir à la question qui est reprise ici, c'est vrai que les diplômes statiques qu'on acquiert à vie, alors qu'on est dans un monde où on désapprend également beaucoup, ça ne correspond plus à la réalité. Et lors du Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les personnes qui sont déjà à l'aise avec ces compétences transversales, qui sont déjà en capacité de s'adapter et de rebondir, ont mieux vécu la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés que les autres. Parce que déjà, il y a une première étape, la fracture numérique s'est révélée beaucoup plus importante que ce que l'on pensait, parce que là, il n'y a plus de soutien, il n'y a plus de tiers, je suis seule face à mon écran. Et donc là, ça a été révélateur aussi d'une fracture numérique supérieure à ce qu'on pressentait. La fracture sociale, évidemment, la modification de la relation de travail et de l'organisation du travail, et tout cela a sursollicité finalement, paradoxalement, les compétences transversales. Ma capacité d'adaptation à communiquer, parce que communiquer à travers un écran, c'est beaucoup moins spontané que dans un collectif, etc. Et les personnes ont pris conscience de l'importance de ces compétences pour leur travail, d'une part, pour elles, parce qu'effectivement, tout se passant à distance, j'ai besoin de m'adapter, mais également pour mon entourage. Nous, on a beaucoup de personnes qui se sont réintéressées à un parcours d'apprentissage pendant le Covid. Nous, au sein des APP, on est parvenu à conserver une grande partie de nos apprenants en dynamique, alors que ce ne sont pas les personnes spontanément identifiées comme étant à l'aise avec le numérique, avec du phoning certes, mais aussi à distance. Et parfois, il y a des personnes qui se remobilisent aussi parce qu'il y a eu l'école à la maison, parce qu'il a fallu aider les enfants. Et ça aussi, ça a été une opportunité d'apprentissage pour raccrocher, certes, des compétences attendues du monde du travail, mais pas que. Le monde du travail a certes besoin de certaines compétences, mais ce sont celles attendues dans l'ensemble du parcours de vie. Et là, pour revenir aux transitions professionnelles, on n'est pas seulement dans un besoin de transition, mais on est aussi dans une envie. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris conscience que finalement, par rapport au travail qu'elles occupaient, elles parviennent à travailler en autonomie, elles parviennent à travailler autrement, et que peut-être ça peut nourrir un projet plus personnel. Et même dans les entreprises, la réflexion est la même.
cette nécessité de transition, il faut qu'elle soit accompagnée, il faut qu'elle soit entendue, non seulement de la part des personnes qui ont décroché dans cette période de confinement, mais aussi de la part de personnes qui ont besoin de se projeter autrement dans leur relation de travail. Donc là, vraiment, les badges peuvent totalement rythmer cette nouvelle modalité, que ce soit à distance ou en présentiel. L'avantage des badges, c'est qu'ils peuvent justement rebondir sur l'ensemble des opportunités d'apprentissage et nourrir les échanges qui sont jusqu'ici très descendants, parce que, voilà, et naturellement, mais qui peuvent être établis avec des éléments objectivables, notamment sur les compétences transversales. Ouais, on a même entendu parler dans les médias de personnes qui voulaient lâcher complètement leur métier dans les bureaux pour aller s'installer dans la Creuse et puis ouvrir une ferme. Alors, bon, c'est pas ce que vous faites, hein, j'ai bien compris. Il y a une vraie réflexion derrière, il y avait un travail derrière, mais cette spontanéité, cette réaction spontanée par rapport à la situation de crise, il y en a certains qui l'ont vécu. Et donc, effectivement, c'est quand même, je ne sais pas ce que vous dites, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Mais ça nourrit les compétences transversales, ça appuie beaucoup là-dessus, finalement. Bah oui. Ouais. Merci Laurence. Alors sans transition, je vais avoir l'honneur de poser la dernière question qui nous a été posée par un participant. Donc c'est Nicole, qui s'adresse en fait à Olivier. Avez-vous prévu, donc je lis la question de Nicole, avez-vous prévu une passerelle entre la plateforme Reva, donc la plateforme que vous allez lancer, le profil de compétences Pôle emploi et l'outil de Pôle emploi IMT, c'est-à-dire Information Mon Marché du Travail. Donc, est-ce que vous avez prévu des plateformes entre les différentes interfaces et les différentes plateformes qui existent déjà aujourd'hui, Olivier? Oui, alors en quelques mots, Reva ne part pas de rien. Je ne l'ai pas dit parce que le temps nous était un peu compté, mais Reva part déjà d'un projet qui était porté par Pôle emploi, par l'équipe R&D de Pôle emploi, qui s'appelle Avril, qui avait pour ambition d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur processus de validation des acquis. Et donc, nous allons repartir, bien évidemment, de tout le travail et de toute la matière qu'a porté Pôle emploi en termes d'expérimentation. On a mesuré les biais, les taux d'échec, les modalités d'accompagnement. Et donc, bien évidemment, le rapport de David, d'un côté, les dispositions déjà prises et les innovations déjà apportées par Pôle emploi, mais aussi leur approche par les tests d'habilité, tout ça nous intéresse et c'est une matière, bien évidemment, que nous allons reprendre pour la création de Reva, bien évidemment. Et d'ailleurs, dans l'équipe de Reva, il y aura un collaborateur détaché de Pôle emploi dans le projet, dans la start-up. Ok, mais merci. Paquita, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai trouvé toutes ces interventions extrêmement intéressantes. Ben, moi aussi, et j'espère que les personnes qui nous ont écoutés et qui vous ont écouté ont la même impression. On va peut-être clôturer parce que je vois qu'il est. On va clôturer, tout à fait. Donc, merci. Oui, merci Paquita, merci à vous et les intervenants aujourd'hui. Merci Laurence, merci Philippe, merci Olivier et un grand merci aussi à David. Franchement, très intéressant. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont rejoints pendant ce webinaire, toutes les personnes connectées. Donc, si vos travaux vous intéressent, les travaux de hashtag le plus important, vous pouvez aller voir ce que nous faisons sur notre site web. leplusimportant.org. Nous vous rappelons aussi que tous les webinaires que nous animons sont aussi disponibles en replay. Si vous en avez loupé et que vous voulez les voir, vous pouvez aussi aller sur notre chaîne YouTube hashtag le plus important. Et puis, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain webinaire sur la thématique des badges toujours, mais sur la thématique plus précise des Open Badges Game Changer au service de la société apprenante. On va voir si c'est les badges qui vont changer la donne pour la traduire en français. Ça aura lieu le 2 octobre, toujours à la même heure, à 11h30. On espère que vous serez nombreux à venir voir ce webinaire. En attendant, on vous remercie et on vous souhaite une bonne journée. Et merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.